Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'IA et l'apprentissage collaboratif. J'espère que vous nous entendez bien. On a accompagné d'Elisa et de Grégory aujourd'hui. Il y a Charlotte Bonjour. dans le chat. On va laisser quelques petites minutes aux personnes qui arrivent un poil en retard. On est un peu plus de 500 inscrits aujourd'hui, donc on est assez nombreux. Super, je vois vos messages dans le chat. Vous avez pris les bons réflexes. Je ferai un petit rappel des règles de la maison avant de démarrer, mais on va se laisser 2-3 minutes. N'hésitez pas, si jamais il y a des petits soucis d'image, de son, vous entendez que vous ne savez pas bien, vous nous mettez un message dans le chat et on réagit en direct, voire même Charlotte. Alors, vous êtes déjà 110 à être connectés, 112, je vois que ça afflue, on est pile à l'horaire de démarrage. Certains d'entre vous étaient là depuis 10-15 minutes. Donc, il y en a qui sont très, très ponctuels. Est-ce qu'à la limite, vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, certains d'entre vous dans le chat, que vous nous entendez bien, que l'image est bonne, que tout se passe bien? Comme ça, on pourra démarrer dans les meilleures conditions. Tout est OK, super. Merci à tous pour vos réponses. Et bien dans ce cas, moi, je vais regarder mon ordinateur et à 10h02, tout pile, on va lancer. Et de toute manière, on va commencer avec l'introduction et la présentation. Donc, s'il y en a qui arrivent un poil après, ils pourront reprendre en route. Et il est 10h02. On est parti. Alors, bienvenue officiellement cette fois-ci dans ce webinaire sur l'IA et l'apprentissage collaboratif, les défis et les solutions pour un impact mesurable. Petit rappel des règles de la maison dans laquelle on va tous être pendant 45 minutes. Les micros sont coupés. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On a Charlotte qui est en direct, qui ne fait pas partie des présentateurs, donc qui pourra vous répondre au maximum en direct. Et on va se garder du temps à la fin pour faire des petites sessions de questions-réponses. Donc le but est que dans cette partie interactive, on puisse aussi revenir sur les questions que vous avez posées dans le chat. Alors pour en revenir au sujet, dans un contexte où les organisations cherchent aujourd'hui à maximiser l'engagement et la montée en compétences de leurs équipes, l'apprentissage collaboratif s'impose comme une solution clé. Mais comment est-ce qu'on peut surmonter ces défis liés à la mise en place de cet apprentissage? Et en deuxième point, de quelle manière l'IA elle peut renforcer ces approches collaboratives tout en offrant des résultats mesurables? Et alors dans ce webinaire, on va aborder ces questions avec Elisa, expert digital learning chez 360 Learning, et Grégory, qui est manager de l'offre macro-domaine chez Segos. Je vous laisserai vous présenter juste après. Au programme, juste le petit agenda, on va d'abord comprendre quels sont les principaux défis auxquels répondent l'apprentissage collaboratif et l'IA. Dans une seconde partie, on verra comment mettre en place les étapes clés pour intégrer efficacement ces solutions dans votre stratégie de formation. Et dans une troisième partie, on va regarder comment mesurer l'impact de ces pratiques sur la montée en compétences de vos équipes. Et alors, pour présenter nos différents intervenants, je ne suis absolument pas poli. J'ai mis la première slide et je vais me présenter moi en premier. Donc, moi, je suis Thomas. Je suis responsable d'engagement chez WooClap. WooClap, on est une société qui a un petit peu plus de 10 ans. On aide les gens à apprendre et à enseigner avec des outils collaboratifs. Alors aujourd'hui, on a plus de 50 millions d'utilisateurs, on a plus de 5000 clients, notamment Segos avec Grégory, qui est aujourd'hui avec nous. C'est à moi, oui. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Grégory Gallic. Donc, je travaille pour le groupe Segos. J'y suis manager d'offres et d'expertise. J'ai la responsabilité de gamme de produits au sein de notre catalogue, tout ce qui concerne les formations de formateurs, l'ingénierie pédagogique et puis tout ce qui tourne autour de l'efficacité professionnelle. Alors, le groupe Segos, on forme plus de 250 000 stagiaires par an dans plus de 50 pays et dans plus d'une vingtaine de langues. Voilà, on accompagne les individus et les organisations dans le développement de leurs compétences pour faire face aux défis actuels. Et bienvenue dans ce webinaire, Grégory. Merci. On est aussi avec Elisa. Bonjour à tous. Ouais, donc moi, c'est Elisa. Je suis account exécutif chez 360 Learning. 360 Learning, nous sommes le leader du LMS en Europe. On accompagne les clients dans leur stratégie de formation, notamment digitale. Et je suis d'autant plus contente aujourd'hui de participer à ce webinaire que notre ADN est vraiment l'apprentissage collaboratif depuis 2013, depuis notre création. On a investi dans cette collaboration. Donc, je serais ravie d'explorer ce sujet aujourd'hui. Bienvenue à tous les deux. Allons-y pour ce webinaire alors. Pour commencer, moi j'ai une petite question à vous poser, à vous qui nous regardez.
Donc ce que je vous invite à faire, c'est à sortir votre smartphone et à scanner ce QR code. Ça va directement vous amener sur le site où vous allez pouvoir donner vos réponses. Si jamais vous n'êtes pas sur un smartphone, vous n'avez pas de réseau ou je ne sais pas qu'est-ce qui vous bloque, vous pouvez toujours aller sur wooklab.com et vous tapez ce code WILD1 qui va vous permettre de vous connecter. Hop. Et vous voyez en bas à droite, on voit que vous êtes en train d'arriver nombreux, vous êtes déjà 50 sur 155 dans le webinaire. Donc on va attendre que quasiment tout le monde soit connecté et je vais après tout de suite lancer la question. Vous allez voir directement sur votre smartphone, vous allez pouvoir répondre. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà, évidemment, c'est l'outil Wooklap qu'on utilise. Hop, vous êtes 90. Allez, dès qu'on est à 100, je lance la question. Forcément, c'est quand je dis ça que ça ralentit. 97, 99 et 101. Super. Alors la question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, c'est celle qui s'affiche en haut. Dans quelle mesure votre organisation utilise-t-elle des méthodes d'apprentissage collaboratives? Donc depuis le pas du tout jusqu'à intégration complète. Hop, on voit en direct le sondage qui arrive. Alors, tendance qui a l'air de se dessiner, c'est que vous êtes plutôt avec une intégration partielle. Ce que je vois surtout, c'est qu'on en a très peu qui considèrent qu'ils sont dans une intégration complète. Donc même si c'est un sujet qui a l'air d'être clairement compris et pris à bras-le-corps, puisque vous êtes la plupart à l'avoir intégré partiellement, vous êtes très peu nombreux à considérer l'avoir intégré complètement. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes aussi assez peu nombreux à ne pas l'avoir du tout intégré. Donc hyper intéressant, je pense que ça peut nous donner aussi un regard un petit peu différent sur tout ce qu'on va dire aujourd'hui. On est avec un audimat de personnes qui comprend le sujet, qui le connaît, mais qui a forcément peut-être la volonté d'aller un petit peu plus loin pour l'intégrer complètement. Et bien nickel, sur ce, passons à la partie 1. On va d'abord parler des défis actuels de l'apprentissage collaboratif. Moi, j'ai d'abord une question pour toi, Elisa. Qu'est-ce qu'on entend exactement par apprentissage collaboratif et pourquoi surtout c'est important aujourd'hui? Ouais, bonne question. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Je dirais que l'apprentissage collaboratif, il fait d'autant plus sens depuis qu'on évolue dans un contexte assez particulier. On est passé d'un temps long à un temps, je dirais, court où, comme on peut le constater, il y a de plus en plus d'innovations et ces innovations sont rendues de plus en plus obsolètes. La contrepartie côté compétences, c'est que du coup, de nouvelles compétences émergent tous les jours, mais aussi que celles qu'on a acquises sont rapidement challengées et donc rapidement rendues obsolètes. À titre d'exemple, je crois que c'était l'OCDE qui disait que la durée de vie moyenne du compétence est de 3 ans. Et ça, les CEO, les chefs d'entreprise l'ont bien compris puisque environ 75% des CEO se disent préoccupés par la compétence de leurs collaborateurs en interne et surtout dans leur capacité à faire face aux challenges de demain. C'est là qu'intervient l'apprentissage collaboratif. L'apprentissage collaboratif, il fait sens et ce à 3 niveaux. Un, en termes de réactivité. C'est l'apprentissage collaboratif qui va permettre de rapidement comprendre, détecter et répondre aux besoins de formation des collaborateurs en interne. C'est aussi la meilleure façon, le meilleur moyen de pouvoir échanger entre pairs en interne. Et puis, c'est la meilleure façon aussi de décentraliser la création de contenu. Une fois cela dit, pourquoi c'est important? Il est important qu'on puisse définir ce qu'est l'apprentissage collaboratif. L'apprentissage collaboratif, alors du moins la définition qu'on en a chez 360 Learning, et c'est vraiment un terme qui nous est cher, c'est l'idée concrètement que la raison pour laquelle n'importe quelle aujourd'hui entreprise existe et leader compétitif ou même challenger sur un marché, c'est parce que elle dispose de compétences, d'un savoir-faire, d'une expertise qui leur est propre et qui fait qu'aujourd'hui elle grossit, elle fonctionne sur son marché. Et nous, on part du principe qu'il faut pouvoir capitaliser sur cette expertise, sur ce savoir-faire et au maximum pouvoir le diffuser, le partager en interne pour assurer une montée en compétences générale de l'entreprise. Donc pour nous, c'est ça l'apprentissage collaboratif, c'est mettre en place plein de moyens, de façons de favoriser ce partage de savoir avec pour but final de favoriser la montée en compétences.
Cet apprentissage collaboratif, il va passer par le fait de facilement partager les besoins de formation. J'ai un collaborateur qui sent qu'il a une lacune dans une compétence en particulier, il va pouvoir le partager au reste de alors à l'équipe de formation ou alors à des potentiels experts. Et un expert va pouvoir dire, tiens, pour ce besoin de formation-là, moi je sais que j'ai l'expertise qu'il te faut. Laisse-moi te partager mon savoir. L'apprentissage collaboratif, il passe aussi par, je dirais, le partage de feedback, la possibilité pour les apprenants de partager leur feedback aux experts sur la qualité du contenu, sur ce qu'ils aimeraient voir dans un contenu pédagogique. Et puis, l'objectif final de cet apprentissage collaboratif, si tu veux juste passer la page d'après Thomas, c'est entre guillemets de créer une espèce de boucle vertueuse où je vais favoriser la collaboration, je vais favoriser l'apprentissage collaboratif. Les collaborateurs sont donc incités à partager leur feedback. Le contenu, in fine, est de meilleure qualité puisque j'ai recueilli les points d'amélioration en tant qu'expert. Les experts améliorent la qualité du contenu. Le contenu est donc plus engageant, les apprenants ont davantage envie de se connecter et de suivre la formation, etc., etc. Donc, c'est aussi l'objectif de cet apprentissage collaboratif. C'est pas simplement un concept, un énième concept dans le monde de la formation. C'est aussi pour objectif de faire en sorte que l'organisation ait des collaborateurs plus engagés et un catalogue de contenus pertinent, engageant, qui favorise la montée en compétences des collaborateurs. En termes d'avantages de cet apprentissage collaboratif, une fois la définition partagée, il y a pas mal d'avantages. Les 4-5 là ici listés sont, je pense, les plus pertinents. Le premier étant la décentralisation. L'apprentissage collaboratif, il veut redonner entre guillemets du pouvoir, de la légitimité aux experts en interne en leur donnant la possibilité de créer du contenu. Ça permet, entre guillemets, de créer du contenu au sein de l'organisation et donc de façon décentralisée, de mettre un terme à cette création de contenu centralisé qui serait détenue uniquement par l'équipe de formation qui, et c'est normal, ne détient pas tous les savoirs de l'entreprise. Donc, c'est le premier objectif et avantage de cet apprentissage collaboratif. Le deuxième, évidemment, c'est la pertinence, qui dit donner du pouvoir aux experts en interne, dit que, in fine, le contenu qui sera créé sera beaucoup plus pertinent. Troisième avantage, et pas des moindres, c'est la rapidité. Je le disais en guise d'introduction, on évolue dans un paradigme qui est de plus en plus rapide, qui suppose sans cesse d'être toujours à jour, pour ne pas pour rester compétitif, pour rester pertinent sur le marché. Et c'est ce que permet l'apprentissage collaboratif, c'est de spotter rapidement le besoin de formation, créer rapidement du contenu et le diffuser rapidement à l'ensemble des collaborateurs. Évolutive aussi, parce que qui dit apprentissage collaboratif dit que j'ai un cours qui a été créé. L'objectif, c'est que ce cours ne soit pas figé dans le temps. Comme je le disais, les compétences évoluent. Et n'importe qui au sein de l'organisation va pouvoir dire super ce contenu, mais attention, il me semble que cet élément et cet élément ne soient plus à jour. Et donc, c'est la collaboration entre les différents collaborateurs qui va permettre, c'est un peu redondant, collaboration entre les différents apprenants et experts, qui va permettre que ce contenu soit évolue avec le temps et reste toujours pertinent. Et évidemment, axé sur l'impact, puisque qui dit collaboration dit la possibilité pour un apprenant de partager son feedback et dire moi je trouve que ce cours n'est pas très pertinent, il va pas me servir à grand chose dans mon day-to-day au sein de l'organisation. Est-ce qu'on pourrait plus l'axer pour que je puisse en sentir l'impact? Et donc, c'est aussi l'apprentissage collaboratif qui permet d'avoir des cours plus impactants et plus utiles pour la vie d'un collaborateur. Super, merci beaucoup Elisa pour cette définition exhaustive de l'apprentissage collaboratif et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui. J'aime beaucoup la notion de cercle vertueux, cette sorte de flywheel qui donne beaucoup d'espoir dans la mise en place. Au travers de cette question sur la définition, on pose un petit peu les bases de ce webinaire. Alors Grégory, je t'invite quand même à te donner aussi ton avis. C'est quoi pour toi la définition de l'apprentissage collaboratif et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet aussi important? Ouais, merci Thomas. De manière plus globale, l'apprentissage collaboratif, c'est une modalité d'apprentissage parmi d'autres. Une modalité d'ailleurs qui peut se jouer de manière synchrone, asynchrone, en présence ou à distance. Donc là, la définition qui s'affiche à l'écran, elle est
un peu plus large que ce qu'on vient d'évoquer, ce que vient d'évoquer Elisa, mais globalement, c'est travailler, coopérer ensemble et apprendre ensemble avec un élément qui est clé quand même par rapport à cette définition, c'est dans l'objet d'atteindre un objectif qui soit un objectif d'apprentissage commun. Résoudre un problème spécifique, accomplir des tâches ou bien comprendre de nouveaux concepts. Et donc, chacun, finalement, va avoir sa part dans l'atteinte d'un objectif, collectif. Voilà pour moi ce qu'est l'apprentissage collaboratif. Et donc, pourquoi c'est important ? Eh bien, c'est important parce que aujourd'hui, on a besoin aussi, comment dire, de créer du lien, d'apprentissage social. On a aussi besoin, comme le soulignait Elisa, d'être rapide, donc d'être dans une logique d'apprentissage dynamique, participatif, et puis toujours avec cet objectif d'apprentissage commun qui, à travers cela, nous met en place une sorte de mise en application qui va être concrète. Et puis, tout cela va jouer aussi cet aspect social, participatif et mise en application concrète, cette notion d'utilité va jouer sur l'engagement des apprenants, qui est un enjeu clé aujourd'hui, je crois, pour les organisations. Donc ça, c'est le premier point, créer un environnement d'apprentissage social et dynamique. Le deuxième point, ça va être de répondre à la complexité, une complexité accrue en fait des environnements de travail et des problématiques à résoudre avec l'hybridation, le télétravail, la multiplicité des outils au quotidien. Et donc l'apprentissage collaboratif va permettre de combiner des perspectives et des expertises individuelles pour mieux appréhender cette complexité. Et puis pourquoi c'est important? Troisième point, c'est si on part du postulat que les soft skills constituent des compétences clés au regard de l'évolution du travail tel que je viens de la décrire, eh bien l'apprentissage collaboratif va offrir finalement un cadre idéal à vos salariés pour développer et renforcer donc ces soft skills en travaillant et en communiquant et en collaborant avec des pairs. Merci Grégory. Moi, ce que je retiens quand même de vos deux définitions et surtout de pourquoi c'est important, c'est qu'il y a un aspect presque de nécessité. Et Elisa, tu parlais d'un paradigme qui avance de plus en plus vite, qui est mouvant. Mais il y a aussi une notion d'opportunité positive avec, on parlait d'engagement, on parlait de développement de soft skills, et là, on va plutôt chercher du positif. Donc, plein de raisons de mettre en place l'apprentissage collaboratif. Mais du coup, Elisa, est-ce que pour toi, l'apprentissage collaboratif, ça concerne toutes les entreprises, toutes les équipes, ou est-ce qu'il y a un type d'entreprise ou d'équipe particulier ? Ouais, j'ai envie de te dire, toute entreprise qui a une expertise, un savoir-faire à partager est concernée par l'apprentissage collaboratif. Et donc, en réalité, ça concerne l'entièreté des entreprises qui existent aujourd'hui sur le marché. Et ça va être aussi toutes les entreprises, quel que soit leur cas d'usage, que ce soit le besoin de former les nouveaux arrivants, que ce soit les formations réglementaires, les formations commerciales, les formations aussi de leurs clients, de leurs partenaires. Tous ces différents cas d'usage sont concernés et pourraient tirer parti de l'apprentissage collaboratif. Et puisque tu me demandais quelle typologie d'entreprise, je te répondais toutes les entreprises, et quelle que soit d'ailleurs leur taille par expérience, en discutant avec de potentiels clients et prospects, la plupart du temps, on nous dit oui, très bien, mais nous, on est une toute petite entreprise. Vous accompagnez des grands acteurs, ce qu'on appelle des grosses entreprises. C'est absolument pas le cas. En fait, la formation, elle touche toute entreprise, quelle que soit leur taille. C'est juste qu'on va aborder le sujet différemment, mais le collaboratif, en fait, il se développe extrêmement bien dans une entreprise de 100 apprenants et comme pour une entreprise de 100 000 apprenants. En fait, on va accompagner toutes les entreprises, j'ai envie de dire, qui ont compris que la montée en compétences de leurs collaborateurs est un enjeu stratégique, crucial, comme tu le disais Thomas, pour maintenir leur compétitivité, leur leadership. Et c'est pour ça d'ailleurs que, et je pense que c'est pareil Grégory, on accompagne des acteurs dans l'industrie tels que la SNCF, Arkema, comme dans la tech, comme partout, ou je pense aussi à Zadig et Voltaire. Ces entreprises, elles n'ont rien à voir, si ce n'est qu'elles ont toutes un savoir-faire unique dont il faut s'assurer que ce savoir-faire, entre guillemets, soit partagé. Ouais, donc au final, ça concerne beaucoup d'entreprises, beaucoup d'équipes.
On a vu tout à l'heure qu'on avait un peu plus de 60% des personnes qui nous regardent qui avaient déjà mis en place de l'apprentissage collaboratif, mais pas forcément dans l'intégralité. Donc Ouais. j'imagine que parmi vous, il y en a certains qui sont des responsables formation, qui rencontrent au quotidien les défis dans cette mise en place. Elisa, je suis curieux quand même que tu me fasses un petit rappel. Quels sont les défis principaux aujourd'hui pour les responsables de formation? Ouais, c'est toujours la question d'après. Alors, je crois en revanche qu'on avait, si tu peux changer de Ouais. slide. Yes. De toute façon, je vais paraphraser ces trois petits points. Mais le premier défi, on parle d'apprentissage collaboratif, de promouvoir, inciter les experts à partager leur savoir. Les experts sont toujours ravis de partager leur savoir. Faut-il encore qu'ils aient le bon outil pour le faire? Donc ça, c'est le premier défi. C'est avoir un outil qui permet de partager son savoir, mais de façon efficace, de façon optimisée. L'objectif, c'est pas de rajouter du travail à un expert. Il a une journée suffisamment chargée, donc il faut s'outiller de la bonne façon. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, qui est un peu lié à ce premier, c'est la création de contenu. Avoir le bon outil pour créer du contenu. Concrètement, se dire qu'un expert, c'est absolument pas un expert pédagogique, et donc il n'est pas besoin de suivre une formation pour pouvoir, entre guillemets, déverser son savoir. Donc ça aussi, c'est le deuxième élément, être en capacité de rapidement comprendre comment utiliser un outil, partager son savoir et passer à l'étape d'après. Troisième élément, et ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte il y a quelques mois lors d'une table ronde qu'on avait organisée côté 360 Learning, c'est le contrôle qualité. C'est bien beau de laisser les experts partager leur savoir, mais il faut s'assurer aussi que le catalogue de contenu de la formation qui est créée est pertinente, et deux, est toujours à jour. Donc ça, c'est les trois principaux défis. Avoir le bon outil, créer rapidement, efficacement du contenu, avoir un outil qui soit intuitif et s'assurer du contrôle qualité. Et peut-être que j'anticipe les questions d'après, mais la façon dont des clients chez 360 Learning répondent à ces défis-là, c'est par exemple déjà en commençant par identifier des experts dans chaque département qui sont OK pour partager leur savoir, donc par chaque département ou vertical, les laisser créer du contenu sur 360 Learning, et puis avoir, entre guillemets, un référent au sein de l'équipe de formation qui va revoir le contenu qui a été créé, donc non pas challenger le contenu en lui-même, mais s'assurer que le cours est suffisamment engageant, et donc avoir cette collaboration entre équipe formation et experts pour créer du contenu de qualité et le créer rapidement. Yes, merci Elisa. Là, j'ai l'impression qu'on a bien posé les bases de qu'est-ce que c'est l'apprentissage collaboratif, quels sont ces enjeux, pourquoi c'est important, quels sont les défis. Et maintenant, on va passer à la seconde partie, le rôle de l'IA dans l'amélioration de l'apprentissage collaboratif. Alors pour ceux qui ont vécu dans une grotte depuis 3-4 ans, l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Et évidemment, ça va avoir un rôle dans tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Moi, j'ai d'abord une question pour toi, Grégory. Comment est-ce que tu vois le rôle de l'IA dans le renforcement de cet apprentissage collaboratif? Et surtout, est-ce que tu as des exemples concrets où l'IA a déjà transformé ce type d'apprentissage? Ok, ouais, merci Thomas. De mon point de vue, comme pour plein d'autres activités, l'IA peut amener à fluidifier et améliorer finalement l'apprentissage collaboratif. Alors comment? En améliorant justement la communication entre pairs et puis aussi l'efficacité des processus d'apprentissage en groupe. Par exemple, l'IA peut mettre en relation avec un expert, peut nous permettre de nous mettre en relation aussi avec des pairs dans l'organisation qu'on ne connaît pas forcément, mais qui disposent de l'expertise dont on a besoin. L'IA peut aussi suggérer des ressources d'apprentissage, quelles qu'elles soient, et qui vont répondre à une question donnée. De manière aussi peut-être plus liée à l'automatisation des tâches et à la fluidification des processus, ça peut permettre lors d'une réunion avec des pairs où on collabore pour un objectif commun, de faire une transcription synthétique des échanges, un compte rendu tout simplement des échanges qui ont été faits.
L'IA peut aussi donner du feedback en temps réel, traduire aussi en temps réel si on est en train de collaborer à une échelle internationale. Et puis, dans le même type de fluidification des tâches, la planification des réunions avec les pairs, l'assignation et la répartition des tâches. Pour tout ça, l'IA peut être tout à fait pertinente et efficace. Alors, quelques exemples concrets. Je vais vous donner des exemples que l'on déploie dans nos formations Segos. En fait, quand on est de manière synchrone en salle ou à distance avec nos participants, par exemple, l'IA peut aider à produire en temps réel une synthèse collective des contributions, des apports d'idées des participants lors d'un brainstorming, par exemple. Donc là, à travers ce qui a été posé et donné par les participants, l'IA peut créer une forme de synthèse intelligente. On peut aussi faire travailler l'IA quand on fait travailler les participants sur une étude de cas, par exemple, en petits groupes, donc ils sont déjà dans un mode d'apprentissage collaboratif. Eh bien, on peut inviter un nouveau venu dans cette collaboration qui est l'IA générative, et donc faire travailler l'IA générative sur la même étude de cas, le même exercice que les participants, et pour comparer ensuite les résultats, et puis orchestrer une sorte de feedback homme-machine à l'issue de l'exercice. Donc ça, d'un point de vue apprentissage, ça peut être très, très intéressant. On peut aussi, à travers l'IA, quand on fait travailler de manière collaborative des participants sur un sujet donné, eh bien, on peut leur donner accès, et l'IA peut faciliter l'accès pendant la formation à une grande quantité de données sur laquelle ils vont pouvoir s'inspirer pour travailler et pour produire ce qu'ils doivent produire. Et puis, ça peut aussi avoir des avantages pour l'intervenant, pour le formateur, qui peut en temps réel générer de nouvelles idées à travers des questions qui vont amener à la réflexion, à la collaboration des participants, ou pour créer un réveil pédagogique qui soit collaboratif, par exemple. Il peut y avoir plein d'exemples où l'IA peut nourrir d'idées sur le moment le formateur. Alors justement, sur ce point-là, Elisa, est-ce que tu penses que l'alliance de l'apprentissage collaboratif et de cette IA, ça peut être une clé pour personnaliser les parcours de formation sans évidemment demander trop de temps à la collaboration entre apprenants? Ouais, de toute façon, je suis totalement d'accord là-dessus. Je trouve que depuis le boom de l'intelligence artificielle, il y a à peu près 2 ans, je dirais, on arrive vraiment à un nouveau un tournant pour les stratégies de formation. Le fait d'allier intelligence artificielle et apprentissage collaboratif, pour moi, c'est vraiment l'alliance de, avec l'apprentissage collaboratif, l'expertise, le savoir-faire, la pertinence du contenu, qui va être boosté par ce que propose l'intelligence artificielle, à savoir l'automatisation, l'optimisation des processus, voire même le fait d'inspirer des experts, des équipes formation qui ne savent pas par où commencer dans leur création de contenu. Et l'alliance de ces deux éléments crée des opportunités et la possibilité de mener une stratégie de formation de façon beaucoup plus organisée et beaucoup plus optimale. Pour répondre à ta question en termes d'apprentissage personnalisé, aujourd'hui c'est devenu une référence entre guillemets dans le monde de la formation. On est au courant, on sait que personnaliser les parcours de formation permet de favoriser l'engagement, permet de retenir les collaborateurs, les apprenants sur le long terme, mais ça reste quand même un véritable défi. Et je trouve que, et ça commence à faire ses preuves, c'est l'intelligence artificielle couplée à cet apprentissage collaboratif qui répond à ce besoin d'apprentissage personnalisé. Pourquoi ? Parce que c'est l'intelligence artificielle qui va aller identifier finalement le rôle de l'apprenant, et en fonction du rôle de l'apprenant et donc des compétences que doit développer cet apprenant, qui va lui pousser du contenu qui est pertinent au rôle de l'apprenant. De même, elle va lui pousser du contenu qui est pertinent à son rôle, qui est pertinent à son, à son niveau d'expertise, et qui va pousser finalement, on aime bien dire ça, le bon contenu au bon moment à la bonne personne. Donc ouais, totalement, c'est vraiment ce qui a permis de passer à l'échelle la personnalisation de l'apprentissage. Et puis pour aller encore plus loin dans l'alliance
apprentissage collaboratif, intelligence artificielle. D'un point de vue expert, je trouve que ça a totalement démocratisé et donné envie aux experts de créer du contenu, puisque l'intelligence artificielle, enfin, du moins la façon dont ça fonctionne chez 360 Learning, c'est que l'IA va créer un premier draft, un premier brouillon de cours à l'expert, qui va être une source d'inspiration, ou alors simplement un premier brouillon à partir duquel il va pouvoir repartir et améliorer, poser entre guillemets, déposer sa patte, et donc on ne repart pas de zéro. Et puis, ça permet aussi il y a plein d'utilisations de l'intelligence artificielle, mais de faire gagner du temps à l'expert, notamment dans la génération de quiz d'évaluation. L'expert partage son savoir et l'intelligence artificielle va, entre guillemets, recommander du contenu. Donc, cette alliance, elle a un impact pour les apprenants grâce à l'apprentissage personnalisé, pour les experts en leur faisant gagner du temps, et aussi, dernier élément, pour les équipes de formation. Il faut vraiment comprendre cette intelligence artificielle comme un booster, désolé pour l'anglicisme, mais un empowerment des équipes de formation qui vont pouvoir décentraliser la création de contenu. Et aussi profiter de l'intelligence artificielle pour créer, entre guillemets, des prompts. Ce qu'on fait chez 360 Learning, c'est que il est à la main des équipes de formation de créer un prompt pour donner des indications à l'intelligence artificielle sur ce qu'elle a le droit de créer. Et donc, l'équipe de formation peut être sereine, tranquille dans le fait de décentraliser la formation, puisque l'IA respectera toutes les règles qu'elles ont au préalable remplies dans cette espèce de prompt dont elles ont la main. Ok, donc c'est à la fois une clé et un facilitateur. Grégory, est-ce que pour toi, tu penses que justement cette IA, elle permet de faciliter l'engagement des apprenants et des formateurs dans toute cette stratégie d'apprentissage collaboratif? Et si oui, dans quelle mesure? Ouais, clairement, ça peut, comme le souligne Elisa, c'est à la fois un super assistant pour les formateurs et pour l'organisation de la partie formation en fait de l'entreprise, et c'est aussi des super tuteurs pour accompagner en temps réel les apprenants. Donc effectivement, il y a un premier élément pour lequel l'IA va clairement faciliter l'engagement des apprenants, c'est à travers des agents conversationnels qui vont être alimentés par l'IA générative et qui vont pouvoir justement répondre aux questions des participants en temps réel, dans le flux de travail, et leur offrir une sorte de support à la performance quand ils sont en situation de travail, et donc sans doute encourager de l'engagement plus actif dans le processus d'apprentissage. L'IA peut aussi fournir un feedback instantané sur les contributions des participants, donc ça va aussi les aider à mieux comprendre les points forts de la contribution collective et puis des domaines à améliorer. Les outils d'IA peuvent aussi, là, du point de vue formateur, surveiller le niveau d'engagement des apprenants et alerter les formateurs en cas de désengagement sur une modalité d'apprentissage collaborative, et donc leur permettre d'intervenir de manière plus juste et juste à temps. Et puis enfin, toujours pour les formateurs, l'IA peut aussi automatiser une partie des tâches administratives, on l'évoquait tout à l'heure, et ça va permettre de libérer du temps pour que les formateurs se concentrent davantage sur ce qui va créer plus de valeur dans la modalité d'apprentissage collaborative, à savoir l'orchestration des interactions avec et entre apprenants. Elisa, est-ce que tu as peut-être un point à ajouter sur ce sujet-là? Non, je pense que Grégory a tout résumé. Je dirais que l'intelligence artificielle et la façon dont elle est mise en place ne laisse personne de côté. Elle a un avantage pour les experts puisque elle va aider les experts à créer plus rapidement de contenu vis-à-vis des administrateurs qui sont souvent laissés de côté. Et là, l'IA leur permet, comme le disait Grégory, d'optimiser et de s'occuper de toutes les tâches à peu de valeur ajoutée pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier finalement. Et côté apprenant, évidemment, ça décuple l'engagement et l'intérêt de l'expérience d'apprentissage puisque l'expérience est désormais, je dirais, personnalisée. Donc ouais, c'est un véritable booster d'engagement pour tous les utilisateurs, que ce soit un expert, apprenant, administrateur de la formation. Ouais, hyper intéressant. Et ça, malgré tout, ça reste un outil. C'est ça qui est hyper intéressant.
Maintenant, je vous propose de passer à la troisième partie, peut-être celle dont vous allez retenir le plus, vous qui nous écoutez. Vous êtes venus aussi pour savoir cet apprentissage collaboratif, comment est-ce qu'on peut mieux le déployer et surtout mesurer son impact. Donc, on va prendre l'exemple avec toi, Grégory. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui débute dans l'apprentissage collaboratif, ce serait quoi les 3 premières étapes clés les plus importantes pour intégrer facilement toutes ces solutions dans une stratégie de formation? Alors, de manière assez simple et claire, je pense qu'il faut d'abord passer par une évaluation des besoins et surtout, comme pour beaucoup d'autres activités, définir des objectifs qui soient des objectifs clairs et mesurables. Pourquoi? Parce que je pense que l'intelligence collective ne crée pas toujours de l'intelligence. Donc il faut veiller à avoir des objectifs qui soient vraiment alignés avec ce que l'on veut faire produire pour justement apprendre ensemble. Donc déterminer où l'apprentissage collaboratif peut avoir le plus d'impact. Et donc là, il y a des indicateurs qui sont à définir et qui vont être différents en fonction de chaque projet et de chaque environnement. Deuxième étape, va être de choisir finalement les bons outils, la bonne plateforme appropriée pour justement stimuler et suivre ces apprentissages collaboratifs et les suivre en fonction justement des objectifs qui auront été définis au préalable. Et puis, en troisième point, l'idée, quand on débute, c'est d'abord de tester en fait et de tester l'apprentissage collaboratif à travers un programme pilote avant de passer à l'échelle au sein de l'organisation. Donc, s'assurer, d'une part, lors de ce test, d'une bonne appropriation des outils quand il y en a et puis, de jouer la carte de l'amélioration continue en fait, grâce au feedback des premiers participants et puis aussi, on soulignait tout à l'heure, l'IA peut aider, donc peut notamment aider à analyser des données sur cette première étape test et donc en tirer des conclusions pour s'améliorer par la suite. Donc première étape, évaluer les besoins, définir des objectifs clairs et mesurables, choisir les bons outils et puis tester avec un échantillon de participants. Elisa, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce point-là? Non, je pense que tout a été développé. Peut-être aussi dans cette phase, je crois que c'était la deuxième phase, où peut-être évaluer les besoins et définir les objectifs, aussi identifier en interne les experts, les personnes qui souhaitent partager leur savoir et le plus tôt les imbriquer dans ce beau projet de formation collaborative pour que l'engagement soit d'autant plus important. Et oui, c'est exactement, Grégory, tu parlais de POC, c'est exactement ce qu'on fait chez certains clients. On teste la plateforme au sein d'un département, on invite les apprenants à partager leur feedback. Est-ce que le cours est correctement construit? Est-ce qu'il est suffisamment engageant? Est-ce que la façon dont l'équipe formation anime la communauté vous convient, etc. Et après, on le développe à l'entièreté de l'organisation. Hyper intéressant, il y a pas mal de points. Évidemment, je posais cette question en partant d'une entreprise qui débuterait dans l'apprentissage collaboratif et c'est pas le cas de pas mal de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais je pense qu'en reprenant les étapes comme ça de base, ça permet à certains d'entre vous de reprendre des idées, peut-être de rechallenger des choses que vous avez mis en place et de vous rendre compte que tiens, là-dessus, je pourrais aller plus loin pour mettre encore plus en place toutes ces stratégies. Et une fois qu'on a déployé tout ça, c'est hyper important de pouvoir mesurer l'impact de tout ce qu'on a fait, l'impact de ces stratégies d'apprentissage collaboratif. Comment est-ce qu'on peut mesurer ça, selon toi, Elisa? Ouais, en résumant, lorsque tu as résumé ce qu'on vient de se dire, ça m'a fait penser aussi à un autre élément. Mine de rien, lorsque les entreprises ont déjà mis en place l'apprentissage collaboratif, ça fait partie plus ou moins de la culture de l'entreprise, mais le mettre en place aussi au sein de leur stratégie de formation, ça permet aussi de valoriser les experts, les apprenants. C'est une problématique que rencontrent énormément d'entreprises, de montrer à leurs collaborateurs qu'ils sont reconnus, qu'ils sont valorisés par
par la direction, par l'organisation. Et ben, l'apprentissage collaboratif dans un contexte de formation, c'est aussi un moyen de valoriser les collaborateurs. On te reconnaît en tant qu'expert dans le domaine ABC et regarde, on t'invite à partager ce savoir parce que tu es reconnu comme la personne sachante chez nous. Enfin, voilà, parenthèse face à ta question précédente. En termes de donc excuse-moi, c'était en termes de mesure de Comment est-ce qu'on mesure l'impact de tout ça? Ouais. Tout à fait, il va y avoir des KPI entre guillemets de formation, des KPI business. L'objectif, c'est que les deux puissent être traqués. En termes de KPI de formation, ça va être des données assez classiques telles que le taux de complétion, quelle est la part de mes collaborateurs qui sont allés jusqu'au bout de la formation, tout ce qui est lié, le temps qu'ils ont passé, les réponses, enfin ce qu'on appelle le score, les réponses qu'ils ont obtenues aux différentes évaluations. Tout ça, c'est des données assez classiques, mais néanmoins qui sont extrêmement importantes. Et puis, le collaborative learning, l'apprentissage collaboratif permet d'aller encore plus loin dans ces KPI de formation. Par exemple, sur la plateforme 360 Learning, on a des réactions, c'est des espèces de petites émoticônes sur lesquelles l'apprenant peut dire « j'aime, j'ai appris quelque chose ». J'ai une question, ça ne me paraît pas à jour. Enfin bref, en un clic, donner de l'information un peu plus qualitative. Toutes ces informations qualitatives vont pouvoir être des nouvelles formes de KPI qu'on va pouvoir traquer. Et nous, on appelle ça un score de pertinence. Et donc, c'est aussi des informations qu'on va pouvoir aller traquer. Est-ce que ce cours a été pertinent? Oui, parce que j'ai 80% de personnes qui m'ont dit merci, j'ai appris quelque chose. Ou alors, attention, mon catalogue semble de moins en moins être à jour puisque j'ai 3-4 personnes qui ont cliqué sur ce n'est pas à jour. Ça, c'est des KPI de formation qui sont importantes à suivre et l'apprentissage collaboratif permet d'avoir des données d'autant plus qualitatives. Et après, en termes de KPI business, et ben mine de rien, se dire que j'ai mis en place une formation d'onboarding qui a un taux de complétion de 100%, et ben je vois que en parallèle le turnover de mon équipe a baissé. Je vois que le taux d'accident de travail ou même le nombre d'accidents de travail a drastiquement chuté pour arriver à 0. Ça c'est l'objectif final de toute entreprise, c'est que la formation ait un impact sur le business. Et plus on traque la formation et tous les éléments associés, plus on peut voir et on peut corréler l'impact que ça a sur le business. Et de même, petite parenthèse, mais pour un cas de formation des équipes commerciales, le suivi de la formation des équipes commerciales et l'assiduité de ce suivi est souvent corrélé et permet d'autant plus de faire un lien avec les KPI business. Ok, hyper intéressant. Grégory, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Elisa. Je pense qu'il faut, pour mesurer l'impact des stratégies d'apprentissage collaborative, il faut adopter une approche qui va toucher à plusieurs dimensions et donc qui va combiner à la fois des données quanti et des données quali. L'idée étant, comme chaque projet peut être différent et évoluer dans un contexte, un environnement qui est différent. L'idée, c'est d'identifier les bons indicateurs, comme on le disait tout à l'heure, qui permettront de mesurer l'atteinte des objectifs, et donc qui sont propres à chaque projet. De manière synthétique, on peut définir peut-être 3 grandes familles d'indicateurs. Donc des indicateurs qui vont permettre, donc qui sont liés au KPI formation, qui vont permettre d'évaluer les compétences ou les connaissances acquises. Donc ça va passer par des tests ou par des auto-évaluations qu'on va faire avant et après l'initiative d'apprentissage collaboratif. Donc ça, c'est la première dimension, première grande famille. Deuxième famille, ça va être d'évaluer les notions d'assiduité, comme le disait Elisa, donc évaluer l'engagement, finalement, l'engagement actif de l'apprenant dans l'action collaborative. Donc, par exemple, la satisfaction, le niveau de confiance des apprenants avant et après l'activité, et puis évidemment des choses classiques comme le taux de participation aux activités collaboratives, le taux de complétion, etc. Et puis, dernière grande famille qui est plutôt liée au KPI business cette fois, c'est l'évaluation de la productivité. Donc là, on va mesurer des indicateurs tout à fait opérationnels. Par exemple, donc
donc le nombre de projets achevés dans un domaine donné, le respect des délais dans le projet collaboratif ou plus largement, diminution des erreurs dans une activité opérationnelle, ou diminution des problèmes qualité. Bref, ces indicateurs-là opérationnels vont être évidemment très liés à l'intention de départ. Donc 3 familles, évaluer les compétences, évaluer l'engagement et puis évaluer le surcroît de productivité sur des objectifs opérationnels. Ouais, hyper intéressant. On le voit pas mal de KPI et ça souligne aussi l'importance de sélectionner des KPI pour pouvoir mesurer l'impact des stratégies qu'on met en place. Écoutez Grégory, Elisa, merci beaucoup d'avoir partagé notre expertise avec vous aujourd'hui. J'espère que vous qui nous écoutez, aujourd'hui vous en ressortez avec une définition et des enjeux d'un apprentissage collaboratif un peu plus précis. Vous avez un peu plus de notions sur comment l'intelligence artificielle peut être une clé dans le déblocage de pas mal de choses dans ces défis-là. Et puis finalement, comment est-ce qu'on peut au mieux déployer ces stratégies et mesurer leur impact. Alors on va finir avec notre session de questions-réponses. Vous avez été nombreux à nous poser plein de questions dans le chat ou dans la partie questions. Malheureusement, quand on est nombreux comme ça, c'est un peu compliqué de répondre en live. C'est pour ça qu'on se garde cette petite partie de questions-réponses à la fin. Je vois qu'il est déjà 10h45, ça veut dire qu'on est déjà sur le créneau qu'on vous avait indiqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais garder 5 minutes où on va prendre les questions dans l'ordre. Je ne pense pas qu'on aura le temps de toutes les traiter intégralement. Pardon. Et donc ce qu'on fera, c'est que Elisa et Grégory pourront vous répondre par la suite à vos questions. Donc je vais prendre la première question qui était une question d'Eva au début. Est-ce que l'apprentissage collaboratif signifie la fin du modèle formation inter pour aller vers de plus en plus d'intra? Je vais la prendre celle-là. Donc je pense que non. Alors, bien sûr, il y a des avantages à un déploiement inter comme un déploiement plus intra, mais globalement, l'apprentissage collaboratif peut avoir beaucoup de sens et de pertinence toujours en inter. Pourquoi? Parce que justement, on va sortir de l'entre-soi de l'organisation et permettre de travailler, de confronter des points de vue, expérimenter des choses et apprendre avec des personnes qui sont issues justement d'environnements différents. Avec donc des points de vue, un niveau de lecture, des lunettes différentes des vôtres et donc vont permettre aussi d'accentuer cet apprentissage parce que si on voit tous les choses de la même manière, et bien du coup l'apprentissage, le conflit socio-cognitif fier à Piaget, sans rentrer dans le détail, va peut-être moins se jouer, moins se faire dans cette collaboration. Maintenant, évidemment, il peut aussi y avoir des avantages de collaborer en intra pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire tout dépend de la tâche à travailler ensemble. Et s'il y a un usage qui est très lié à l'entreprise, un livrable qui est très lié à une dimension très opérationnelle et très particulière liée à l'entreprise, évidemment, l'intra peut aussi avoir tout son sens. Ouais, voilà, mais je pense qu'il ne faut pas exclure l'inter de cette dimension. Merci Grégory. La question suivante qui est plus une remarque, mais j'ai vu que vous étiez nombreux à avoir réagi dans le chat, donc je tenais à la prendre en main. Donc Frédéric qui nous disait qu'il ne suffit pas de savoir utiliser un outil pour être capable de créer des parcours pédagogiques efficaces et être en mesure de rendre son savoir accessible aux apprenants. Ce serait faire abstraction du degré d'intégration du savoir qui caractérise l'expert, et ce qui va lui rendre difficile la transmission. Il n'y a pas de question, c'est une remarque, mais je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je peux commencer si tu veux, Grégory. Oui, je suis totalement d'accord. Ce serait beaucoup plus simple si c'était aussi manichéen. Il y a l'outil, il y a 2, la façon dont on sait l'utiliser, et il y a 3, toutes les bonnes pratiques, tout cet aspect un peu plus capacité à pouvoir partager efficacement son savoir. C'est la raison pour laquelle aussi chez 360 Learning, dès le début, on a voulu, alors certes, on a une plateforme de formation digitale, mais on a voulu dès le début accompagner nos clients pour la mise en place de cette plateforme, mais aussi pour tout l'aspect connaissance pédagogique, accompagnement des experts, des administrateurs à savoir partager, vulgariser leur savoir, de sorte à ce que ça puisse être correctement retenu dans un contenu pédagogique. Et donc avoir toutes les bonnes pratiques. Je suis expert, je suis en capacité de partager mon savoir, mais avoir toutes les bonnes pratiques pour le partager correctement à des équipes qui ne sont pas sachants et qui ne savent pas en quoi consiste par exemple mon day-to-day ou mon expertise.
Donc, en effet, l'outil est une chose, avoir toutes les bonnes pratiques et cette expertise un peu pédagogique en est une autre. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être aussi accompagné, et c'est ce qu'on fait pour que ce savoir soit correctement enseigné. Super intéressant, merci. On avait une question sur une recommandation sur la fréquence de proposition de formation à ses employés. Est-ce que vous avez des propositions là-dessus? J'ai pas bien. Tu peux répéter la question, Thomas? Excuse-moi. Quel est le bon rythme pour proposer de la formation à ses collaborateurs? J'ai retrouvé la question exacte. De la formation d'un point de vue général ou de l'apprentissage collaboratif? Je pense Alors, il n'y a pas la précision, mais je pense que dans le en contexte de travail général, d'apprentissage j'imagine collaboratif. que le plus possible en continu. On l'expliquait tout à l'heure, on est dans un monde où on a une obsolescence rapide des compétences et des connaissances, avec une accélération technologique qui est assez dingue, donc toujours des nouveaux outils. Donc finalement, ce qu'il faut privilégier, c'est de l'apprentissage continu. Après, évidemment, c'est facile à dire. Évidemment, l'organisation, elle ne peut pas que proposer des parcours prescrits, en fait. Donc il en faut, alignés avec la stratégie de l'entreprise. Néanmoins, évidemment, on manque de rapidité souvent dans ces cas-là. Donc, il faut que à la fois les contenus de formation ils soient poussés par l'entreprise, mais qu'ils soient également tirés par les individus, par les salariés, donc de manière collaborative, comme le soulignait Elisa tout à l'heure, avec un outil comme 360 Learning, par exemple, mais aussi avec plein d'autres outils. Et cette notion d'engagement actif et d'autodétermination dans l'apprentissage est clé. Et donc ça, il se met en place à travers un environnement propice. Et donc, ce qu'il faut, c'est effectivement essayer d'équilibrer à la fois la mise en œuvre de parcours prescrits par l'organisation, donc mis en place par l'organisation, et puis également tirés par les individus pour se former en continu, ce qui est important aujourd'hui. Hyper important. Eh bien, écoutez, merci. Je vois qu'il est 10h51. On a pu traiter que quelques questions. Moi, j'ai essayé de vous faire à l'oral les questions qui étaient revenues le plus souvent dans le chat. Pour celles auxquelles on n'a pas encore eu le temps de répondre, eh bien, cet après-midi, vous recevrez le replay de ce webinaire ainsi que les réponses aux questions qui n'ont pas été répondues. Merci en tout cas d'avoir passé ce temps-là avec nous. Merci encore une fois, Grégory, Elisa, pour votre expertise, d'avoir tout partagé. Les journées Wild continuent aujourd'hui à 11h, là dans 9 minutes, il n'y a pas de pause. On a un webinaire sur l'hyperconnexion et comment contrer ce phénomène d'information avec Marie Prévost, qui est docteur en neurosciences et présidente de la Fabrique à Neurones. Et on se retrouve également demain et jeudi avec des webinaires sur l'IA, sur le storytelling, sur le marketing de l'information et des tendances de 2025 qui arrivent très très vite. N'hésitez pas à regarder tout le programme, il y a un lien qui vous a été envoyé dans le chat, là-dessus vous avez toutes les infos. Elisa, Grégory, merci encore et à tous les autres. Merci à Bonne toi. journée. À bientôt. Merci. Bonne journée.